Finalement, quand on y réfléchit bien, ce qui a fait le succès du chemin de fer à ses débuts, c'est que l'on pouvait remorquer de lourdes charges sans prendre le risque de s'enliser dans des ornières sur les routes empierrées de l'époque et que le chemin de fer ne nécessitait que très peu d'efforts pour remorquer ces charges. Disons quelques dizaines de kilogrammes forts, allez, aujourd'hui de décanewtons par tonne remorquée. Mais la contrepartie de tout cela, eh bien, c'est que le chemin de fer n'aimait pas les rampes, n'aimait pas les côtes. D'où la nécessité d'entreprendre pour l'époque des travaux, je dirais, pharaoniques, gigantesques, pour en quelque sorte gommer et aplanir le relief. Il a fallu, eh bien, combler des vallons, il a fallu gommer les montagnes, il a fallu franchir les fleuves. Tenez, un exemple, nous ne sommes pourtant pas dans les Alpes, nous sommes dans la banlieue ouest de Paris, à Bougival. Eh bien, pour franchir la petite vallée qui se trouve derrière moi, regardez, sur la ligne Paris-Versailles, il a fallu construire ce magnifique viaduc fait de maçonnerie et de poutres métalliques. Alors, ne parlons pas, bien entendu, des magnifiques ouvrages d'art que l'on trouve dans les Alpes et surtout le Massif central avec le viaduc de Garabit que l'on doit à Monsieur Eiffel. Donc, ce numéro est consacré aux ponts et viaducs. Un film et 4 bonus. Le film La Voie du Sud, autrement dit ce qu'on appelait le TGV Med, la portion du TGV Sud-Est entre Valence et Marseille. 250 km, 25 milliards de francs pour l'époque. Mais une formidable réussite car on a respecté l'environnement. Et la SNCF, en quelque sorte, a inventé l'ingénierie du paysage. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. La reconstruction du viaduc de Caronte, ou plutôt la reconstruction du pont tournant de Caronte. En effet, sur cette ligne Miramas-Lestac, pour franchir le bras de mer qui relie l'étang de Berre à la Méditerranée, il y avait un pont tournant, un ouvrage unique en son genre sur les lignes de la SNCF. Et dans leur débâcle, en 1944, hélas, les Allemands l'ont dynamité, il a fallu donc le reconstruire, vous verrez, le film est très spectaculaire. Deuxième bonus, comment ça marche le chemin de fer? Non, c'est pas une plaisanterie, ou plutôt, comment ça marche le contact roue en acier, rail en acier. Et vous verrez que ça fait appel à des notions de physique très pointues. Troisième bonus, des idées d'avance. Les jumeaux de Mondragon et Mornas, 2 magnifiques ponts bleus, bowstring, c'est-à-dire l'arc et la corde, pour franchir une boucle du Rhône. Enfin, 4e bonus, un homme, un métier, le métier d'architecte d'œuvres d'art à la SNCF. C'est Bruno Godin qui a réalisé un magnifique viaduc sur l'Arc, à proximité de Marseille, sur la ligne TGV Med. Le TGV Méditerranée voit le bout du tunnel. Rejoints par les médias, tous les acteurs du chantier nous font revivre les grands rendez-vous de l'année. C'est un bon résultat. On a gagné. La technique française, elle est jolie quand même. Avec du gris, ça va pas bien. Il faudrait du jaune. Le projet du TGV Méditerranée mobilise maintenant 10 000 personnes. Ça fait 2 ans de boulot. C'est quelque chose d'exceptionnel. Peut-être qu'un jour on y dansera sur ce pont. Un immense viaduc de 2400 tonnes. Il est superbe. De Valence à la Méditerranée, le TGV entre dans l'histoire des grandes voies de communication. Après 3 années de travaux, pour le maître d'œuvre et pour le maître d'ouvrage, c'est l'heure d'un premier bilan. 1998 aura pour nous été marqué par de grands événements en matière de génie civil tout au long des chantiers, mais également par l'apparition concrète de nos efforts en matière d'environnement, d'inscription de l'infrastructure dans son cadre. Mais ne l'oublions pas, c'est également la mise en place de nos relations avec notre nouveau maître d'ouvrage, Réseau Ferré de France. Nous avons mis en place, avec la direction de la ligne nouvelle, une convention de mandat qui permet à LN5 de pleinement jouer son rôle dans l'organisation et le suivi des travaux.
Mais nous assumons de notre côté notre rôle de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que nous avons avec lui à mettre en place tout ce qui est nécessaire au suivi de gestion du projet, au déroulement de son planning, à la gestion des importants marchés de génie civil qui, bien entendu, sont nécessaires à la construction. L'ouvrage lui-même présente des caractères exceptionnels qui sont à la fois à l'honneur de la maîtrise d'œuvre SNCF et à l'honneur de tous ceux qui ont contribué à lancer ce projet. Et maintenant, pour RFF lui-même, le vrai succès, et je crois qu'il serait partagé aussi par la SNCF, ce sera son succès commercial. Dans la vallée de la Grenette et du Colombais, c'est un autre succès qui est partagé par tous ceux qui proposent une autre lecture du paysage drômois. C'est un événement technique. L'ouvrage, par sa dimension, presque 1 km de long, 60 mètres de haut. Donc c'est un ouvrage exceptionnel. Il a fait l'objet d'attention particulière d'un point de vue architectural. Mais c'est aussi un ouvrage exceptionnel, je dirais, par sa situation, son implantation. Il ne va pas échapper que nous sommes au pied du village de la Roche-sur-Grane, village médiéval. Et bien que la population y soit peu nombreuse, 150 habitants, disons qu'il y a eu une opposition assez ferme lorsqu'on a envisagé d'implanter un ouvrage de cette dimension dans cette vallée. On a pu expliquer, associer les gens au choix de l'ouvrage. Enfin, on a su, j'espère, le faire en les gênant le moins possible pendant la réalisation. Et puis enfin, je crois qu'il est à peu près assez bien aligné aujourd'hui. Maintenant, bon, on s'y habituait. Au départ, c'était un peu gros, quoi. C'était surtout la mise en route, quoi. Les terrassements, tout ça, ça faisait un peu peur à tout le monde, quoi. Et puis maintenant, une fois que c'est fait, c'est vrai que ça passe bien, quoi. À entendre dire les gens, ils disent bon, c'est quand même pas mal, c'est vrai que c'est gros, mais c'est bien fait, une belle architecture, c'est une bonne réussite, quoi. C'est une réussite technique et incontestablement, c'est forcément sur le plan humain quelque chose de très intéressant pour les gens qui ont participé à la construction. Le propre des constructions souterraines, c'est d'être parfaitement ingrate à l'égard de leurs auteurs. Il est rigoureusement vrai de dire que si la difficulté y a été complètement vaincue, l'ouvrage ne doit plus en porter la trace et les hommes qui l'ont surmonté n'ont que la ressource d'être crus sur parole. Dans le tunnel de Tarte-Aiguille, chacun partage cette déclaration faite en 1900 par Fulgence Bienvenu, architecte, créateur du métropolitain. Au sud de Tarte-Aiguille, dans la plaine de Marsanne, la ligne, prête à recevoir la voie, se fond déjà dans les paysages de la Drôme provençale. Complexe et beau comme une réalisation de la belle époque de Gustave Eiffel, le viaduc de la gare d'Adhémar ouvre la porte de la Provence. Séquence unitaire de 325 mètres entre deux rives, il voit le retour en force de l'acier. Au rythme de la précision et de la cadence horlogère, tel un mécano géant, les 5000 tonnes de métal vibrent de lumière dans leur assemblage jusqu'à l'acte définitif de l'achèvement. Mélange de rêve, d'audace et de concret. À la gare d'Adhémar, un viaduc exprime l'orgueil d'un grand ouvrage qui appartient déjà au futur. Dans la plaine de Pierre-Latte, le tracé a son premier rendez-vous avec le TGV avant de s'engager dans la vallée du Rhône. À Mornas, le Rhône fait entrer le génie civil dans l'histoire. L'histoire de la rencontre d'une technique avec un paysage. Une histoire faite d'eau, de fer et de lumière. Je trouve qu'effectivement, dans le choix des couleurs, dans le choix des formes, c'est quelque chose qui est bien adapté à la situation du lieu. Les personnes avec qui on a travaillé, je pense aux riverains, je pense aux collectivités. Ce que j'ai entendu ce matin comme remarque, comme première réflexion,
il trouve que l'on est tout à fait dans les engagements que l'on avait pris au départ quant à l'architecture, quant à l'allure du viaduc dans son environnement. Ce genre de construction-là, fait progresser obligatoirement l'entreprise. C'est quand même une image de marque, ce sera une pièce à ajouter au catalogue, et puis ça permet aux techniciens de tout niveau, du moins, de progresser, de construire quelque chose qu'ils n'auront pas l'occasion de construire tous les jours. Concevoir, construire et mettre en place les 2400 tonnes d'un ouvrage long de 120 mètres et haut de 30 mètres. Prise en charge par des remorques automotrices télécommandées. L'ensemble est guidé par visée laser et acheminé à la vitesse de 2 mètres par minute sur les bords du fleuve. Avec la même technique, l'avant de l'ouvrage est ensuite embarqué sur des barges déballastées au fur et à mesure de leur chargement. Dès lors, en 30 minutes, l'ensemble franchit la brèche de 112 mètres et accoste avec la précision du centimètre sur sa pile de réception. À Mornas, avec la réhabilitation du bowstring, la SNCF réalise une première, une réussite partagée par le concepteur de l'ouvrage. Le partenariat avec l'ingénieur SNCF a été formidable parce que c'est vraiment un ouvrage qui a été conçu en commun. Dans la mesure où il y a toujours eu un dialogue entre nous qui voulions certaines formes et les ingénieurs qui voulaient évidemment que les structures tiennent leurs contraintes. Et il y a toujours eu un dialogue très fructueux entre les deux partenaires pour arriver au résultat actuel. Après Mornas, longeant le Rhône, la ligne est prête à en gérer les caprices. Trait d'union entre le Languedoc et la Provence, le viaduc de Roquemaure, avec les plus longues travées en béton précontraint jamais construites pour le TGV, s'inscrit dans la grande tradition des ouvrages qu'il côtoie. À l'approche d'Avignon, face au Palais des Papes et au Mont Ventoux, la vérité de l'efficacité technique se mêle au sentiment d'esthète. Ici, l'exceptionnel est vécu au quotidien par tous les acteurs du chantier. C'est un symbole fantastique puisque le pont d'Avignon, tout le monde le connaît, ça fait 12 siècles qu'on en entend parler. Aujourd'hui, celui-là, il va marquer le 3e millénaire. Il va rejoindre 2 régions qui sont très importantes en France. Ça va marquer les esprits, ça va marquer tous les gens qui ont marché sur les installations de chantier. Techniquement, c'est une grande première. C'est la première fois qu'on fait un ouvrage en voussoir préfabriqué avec de telles descentes de charge. C'est une première certainement mondiale de ce côté-là. C'est aussi une grande première puisque ce sont des voussoirs en béton blanc. C'est vrai que c'est la première fois qu'à la SNCF on fait un chantier comme celui-ci. C'est une expérience qui est très intéressante et c'est un ouvrage techniquement super, quoi. Mais si les nouveaux ponts d'Avignon forcent l'admiration des techniciens, ils n'en génèrent pas moins aussi d'autres sentiments. Il y a une part de mystère. Quand vous pensez qu'au bout de ces énormes machines, c'est une main d'homme, forcément, on est très admiratif. Et puis, je crois aussi qu'on doit être très respectueux, parce que c'est forcément un exploit que d'arriver à sortir ça du sol. Ça va être chez nous le must en ouvrage d'art. Ça va être notre dernière référence, notre grande référence en ouvrage d'art. À côté des opérations de génie civil, la branche languedocienne en direction de Nîmes et de Montpellier reste un modèle qui a su concilier les exigences d'un paysage et les caprices de la nature. Ici, ouvrage d'art et ouvrage en terre rivalisent d'efficacité et la réussite du génie civil se conjugue avec respect de l'environnement. De retour en Avignon, la tranchée couverte de la maternité de l'hôpital Henri Dufaux n'est plus qu'un souvenir pour les nouveau-nés qui pourront bientôt faire leurs premiers pas dans les jardins aménagés en surface. « 448 roues, 112 essieux, une télécommande et toute la maîtrise de l'entreprise Sarins ont permis la mise en place à bons pas d'un bowstring de 2400 tonnes. Pour le constructeur, c'est une satisfaction.
Ça reste un grand événement pour tout le monde et particulièrement pour nous, entreprise moyenne, avec une entreprise partenaire qui est Secometal, qui vient de la même région. On est fiers d'être venus dans cette région pour construire ce chantier, et particulièrement cette opération de roulage du Beaustring au-dessus de la gare de péage d'Avignon. Avec un record de portée de 124 mètres, le viaduc de Bonpas sera franchi à 300 km/h par le TGV. Des prouesses techniques qui ne laissent pas indifférents. J'admire la technicité parce que bon, je ne suis pas du tout technicienne, mais par rapport à la technicité, oui, je peux avoir de l'admiration pour les gens qui ont conçu ça. Après avoir franchi les 3,5 km d'ouvrages d'art sur les méandres de la Durance, la ligne, déjà parée de son manteau végétal, pénètre dans un relief de collines et de vallées dominé par l'histoire. Une nouvelle strate s'inscrit dans le patrimoine des civilisations. 2000 ans après les Romains, sur les traces de la voie domitienne, Vernègue, Kazan, Lambesc, Aiguille, Vintabrin écrivent la première page de l'histoire des grandes voies de communication du 3e millénaire. À Vintabrin, un siècle après la tranchée du chemin de fer immortalisée par Cézanne, un objet devient motif dans une harmonie parallèle à la nature. Le train fait désormais partie du paysage. Un viaduc est entré dans le patrimoine collectif. Je crois qu'aujourd'hui, les riverains le disent, c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans l'ouvrage. Je crois qu'aussi, je peux le dire, je crois que dans l'avenir, eh bien, on ne pourra pas penser voir ce vallon, cette vallée, sans cet ouvrage-là. Ça serait un peu comme le petit Roquefavour, hein, donc cet ouvrage-là. Aujourd'hui, dire il est venu dans le paysage, il a perturbé, on va le démolir, ça serait inacceptable. Je crois que dans quelques décennies, ça sera le cas, si ça ne l'est pas déjà aujourd'hui. Petit Roquefavour et grandes idées d'un ingénieur visionnaire qui avait imaginé il y a 150 ans déjà que le train passerait ici. Sur une idée de Franz Mayer de Montrichet, le viaduc de la vallée de l'Arc entre dans la mémoire du génie civil. À l'approche de l'agglomération phocéenne, un ensemble de 7 km 800 d'ouvrages souterrains franchit les reliefs de la Nerte jusqu'à Marseille, où le savoir-vivre s'est transformé en événement en jour de fête. C'est le dernier tunnel que l'on va percer dans le département des Bouches-du-Rhône et que pour le tunnel de Marseille, nous avons vécu déjà 2 percements, mais qui n'étaient que des percements primaires. Et là, c'est vraiment le dernier percement qui va nous permettre de voir la mer. Voir la mer. Depuis 2 ans, chacun en a rêvé. Ensemble, ils l'ont réalisé. Pour les responsables des travaux publics, l'événement est à la hauteur des enjeux. L'innovation principale, je crois, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tunnels qui soient faits de cette façon-là, c'est quand même lors de lancement du tunnel, avec la succession des ateliers. Il n'y a pas beaucoup de tunnels, en France comme dans le monde, qui sont faits de cette manière-là. Fêté sans modération, l'événement suscite aussi quelques émotions. C'est beaucoup d'investissement de la part des hommes, surtout en fait les hommes qui sont sur le terrain, qui ne travaillent pas toujours dans des conditions faciles. Et puis c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. C'est un chantier vraiment intéressant. Les bruits et les clameurs se sont tus. Une page du génie civil se tourne, car ici, ce n'est pas le tracé qui s'impose au paysage, c'est le paysage qui s'impose au train. Il nous est vite apparu que le paysage, avec l'ensemble de ses composantes, l'environnement d'une façon générale, devait faire l'objet d'une attention toute particulière et que si nous devions réaliser un travail minutieux, il fallait mettre au même niveau que les contraintes techniques l'ensemble de ces contraintes environnementales et donc réfléchir dès l'amont à ce qu'on a appelé un schéma directeur paysager.
Les paysagistes ont été les vecteurs pour nous d'un parfait dialogue avec les populations rencontrées. La première chose, c'est parcourir tout ça pour comprendre. Oui, c'est un bon mot aussi, comprendre, s'imprégner. Pourquoi ici j'ai telle émotion, pourquoi là j'ai telle émotion, essayer de décortiquer ça. Parce qu'il faut essayer de rester le plus objectif possible. Le paysage, si je vous dis le paysage c'est beau, vous allez me dire, bah non, moi je trouve pas ça beau, j'ai rien d'autre à vous dire. J'essaye de comprendre pourquoi j'ai ces émotions pour pouvoir transcrire et travailler après avec. Ensuite, il y a une synthèse de toutes les impressions qu'on a, une synthèse de ces impressions et des choses qu'on a notées pour arriver à déterminer des grandes unités, des grandes entités paysagères. C'est comme ça qu'on a travaillé ici sur le TGV. De mémoire, on a dû en recenser à peu près 28 et qu'on a classé. Après le choc des paysages, le TGV Méditerranée met en œuvre avec ses concepts et ses techniques une véritable architecture paysagère. Il faut recréer la nature et réhabiliter les espaces. Il faut redessiner le modelé des collines, reconstruire les remparts de l'histoire et revaloriser son patrimoine. Il faut sauvegarder les valeurs du terroir, respecter les identités régionales et restaurer les écosystèmes. Au plus beau jardin du monde, il faut redonner la vie. Pour y parvenir, la SNCF invente l'ingénierie du paysage. Elle combat l'indésirable, protège et conserve les espèces menacées, sélectionne, compose, cultive, analyse, expérimente, contrôle et conçoit l'art végétal. Libérée de son complexe vert, elle garantit le matériel végétal qu'elle met en place. Les coûts d'entretien seront nuls et les risques d'incendie éliminés. Aujourd'hui, avec la mise en terre de 150 tonnes de semences et avec la plantation de 1 million d'arbres sélectionnés, le TGV Méditerranée prépare les paysages de demain et plante le décor de la Voie du Sud. 1999, c'est la pose de la superstructure ferroviaire. Dès le printemps prochain, les premiers mètres de voie apparaîtront dans la vallée de la Durance, dans le Val de Drôme. C'est l'offre commerciale qui commence à prendre forme grâce à nos collègues des régions de grandes lignes. Et bien évidemment, ce sont les premières pierres de gare qui apparaissent, des chantiers qui font suite à toutes les études architecturales menées depuis plusieurs années déjà. Avec les clients au cœur de toutes les préoccupations, les concepteurs lèvent un coin du voile sur leurs réflexions. Alors en 1999, on va voir, la première chose qu'on va voir sur les sites, c'est comment on arrive dans ces gares. Puisque ces gares ont été conçues vraiment comme un carrefour entre tous les moyens de transport, le TGV d'un côté, mais les voitures, les taxis, les autobus, le train régional. Donc on va voir les routes se mettre en place, les grandes routes comme à l'Arbois, dans l'axe de la Sainte-Victoire. On va voir à Valence comment on vient de la route entre Valence et Romans vers la gare, tout le scénario d'arrivée. Et on va voir aussi à Avignon l'avenue de la gare se mettre en place au milieu des cyprès et des platanes. Et je crois qu'on va comprendre en 1999 quelle relation le voyageur aura en arrivant à la gare et dans la gare avec ce paysage. Et je crois que c'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir bien imaginer l'architecture des bâtiments eux-mêmes. Ce qui est magique dans une gare comme celle de l'Arbois, par exemple, c'est que l'on est d'un côté à un quart d'heure d'Aix-en-Provence et de l'autre côté à quelques heures de Lyon, de Paris, de Londres. Et donc il y a aménagé une transition pour le voyageur entre ce qu'il a vécu ou ce qu'il va vivre dans un autre lieu et ce qu'il va vivre ici. Et notamment quand on arrive depuis la région à la gare, eh bien, on va découvrir des choses qui sont finalement en écho à toutes les autres gares. On va découvrir que c'est une très grande forme simple qui s'inscrit dans le paysage et qui révèle son fonctionnement. On va découvrir quand on s'approche un peu plus près que les passerelles, les garde-corps, les équipements parlent de toutes les autres gares que l'on connaît et annoncent déjà ce que l'on va découvrir à l'autre bout de la ligne. Une ligne, des équipements et des aménagements réalisés par la SNCF et financés par le maître d'ouvrage Réseau Ferré de France. Un vécu récent mais déjà riche d'enseignements.
Le chantier du TGV Méditerranée est un symbole pour RFF. C'est le chantier du passage de témoin entre la SNCF et RFF pour la maîtrise d'ouvrage des infrastructures ferroviaires depuis déjà près de 2 ans. Alors, quelles sont les premières impressions d'RFF ? Tout d'abord, de la reconnaissance pour les cheminots qui ont initié ce grand projet et qui l'ont contrôlé et maîtrisé. De l'amitié aussi pour ces cheminots qui ont trouvé de nouveaux repères face à leur nouveau partenaire RFF. De la reconnaissance aussi pour les personnels des entreprises, de la reconnaissance pour l'État, sous le contrôle duquel et avec le concours financier duquel RFF assure la lourde charge de cette opération, plus de 25 milliards de francs. Espoir de voir se concrétiser ce chantier en juin 2001 comme prévu, et donc de mettre à ce moment-là Marseille et un peu plus tard Montpellier à 3 heures de Paris. L'avenir du secteur ferroviaire français, initié par Claude Martinand, l'homme de la réforme ferroviaire, s'en trouvera conforté d'autant à un moment où le couple RFF-SNCF s'affirme. Des valeurs défendues, des réformes décidées et des engagements pris aussi à la SNCF par l'un des 20 000 visiteurs du chantier. Aucun équipement de cette taille n'a bénéficié d'un tel traitement en matière d'environnement. C'est un surcoût incontestable, mais c'est aussi une inscription qui, je le pense, sera remarquable dans le paysage magnifique de cette arrivée en Provence. Je crois que c'est une vitrine superbe pour la SNCF, c'est une vitrine dans l'élaboration du chantier, et je pense que ça sera une vitrine, mais ça c'est notre affaire maintenant, quant aux produits que nous allons livrer, le TGV jusqu'à Marseille. C'est ici qu'en 2001, le rendez-vous est pris sur la Voie du Sud. Pour alléger la ligne de Paris à Marseille d'une partie de son trafic marchandises, la SNCF dispose entre Miramas et l'Estac d'une seconde ligne à double voie. Celle-ci rejoint la mer aux environs de Port-de-Bouc et par un viaduc métallique franchit l'étang de Caronte, voisin de l'étang de Berre, un peu avant d'atteindre la charmante petite ville de Martigues, paradis des poètes et peintres de Provence. Le viaduc de Caronte est l'un des plus grands et des plus remarquables de France. D'une longueur de 943 mètres et d'un poids de 10 000 tonnes, il comporte un pont tournant de 114 mètres de longueur en 2 volets de 57 mètres, franchissant à 23 mètres de hauteur le chenal navigable reliant l'étang de Berre à la mer. Au mois d'août 1944, les Allemands coupaient la travée fixe de 51 mètres, voisine du pont tournant, et détruisaient ce dernier en faisant sauter la pile centrale en maçonnerie. Un an après, la travée fixe était relevée par des méthodes devenues classiques. Le tronçon avarié est soulevé par vérin, agissant sur des barres de suspension percées de trous qui permettent le calage de la travée à chaque étape de la montée. D'autre part, à l'emplacement du pont tournant, on lançait un pont provisoire dont la travée centrale, désolidarisée du reste de l'ouvrage, allait être transformée en travée levante.
En juillet 1946, la ligne Miramas-Lestac était rétablie à une voie à la satisfaction de tous. En position haute, la travée centrale permettait aux pétroliers, dont les mâts s'élèvent à 40 mètres au-dessus de la mer, d'aller ravitailler les usines établies sur les rives de l'étang de Berre. Dès ce moment, les caractéristiques de l'ouvrage provisoire avaient été fixées pour permettre la reconstruction du pont tournant définitif en interrompant au minimum la circulation des trains et des navires. Les appuis du portique en béton armé avaient été implantés de manière à dégager l'emplacement de la tour centrale. Les tabliers provisoires permettaient de construire le pont nouveau parallèlement au chenal, tandis que la circulation ferroviaire continuerait à s'effectuer à travers la charpente en cours de montage. Dans la phase finale, après démontage rapide du pont levant, le pont tournant entrerait immédiatement en service. Pendant 9 ans, le pont provisoire donna toute satisfaction. Soulevé par presse hydraulique, la travée levante assurait le dégagement du chenal en 8 minutes. Cependant, cet ouvrage, si satisfaisant qu'il fût, entraînait des restrictions sérieuses à la circulation ferroviaire. Il ne comportait qu'une voie et nécessitait un ralentissement des trains à 5 km/h. Aussi, en 1952, décidait-on de reconstruire le pont définitif. Les travaux commençaient par le rétablissement de la tour centrale, sur les parties intactes des fondations de la tour ancienne, convenablement dégagées. Pendant ce temps, les plans du nouvel ouvrage s'élaboraient au bureau d'études. Nous y passerons quelques instants pour examiner rapidement les caractéristiques générales du nouveau pont tournant. Comme le pont ancien, celui-ci comportera des poutres à treillis de 113 mètres de longueur entre appuis extrêmes en 2 volets égales, supportés par une tour centrale de 13 mètres de diamètre. Celle-ci sera complètement creuse et permettra ainsi l'installation des mécanismes de l'ouvrage. Poste de transformation électrique, groupe moteur, magasin et, à la partie haute, organe d'entraînement de la travée. 4 groupes moteurs agissent sur des pignons dentés et par une crémaillère provoquent la rotation d'un chemin de roulement supportant la travée par l'intermédiaire d'une poutre circulaire, dite poutre tambour. Ce chemin de roulement se déplace sur une batterie de 63 galets tronconiques roulant sur une assise métallique scellée sur la partie haute de la tour. Les mécanismes sont complétés par des organes de calage et de blocage circulés, synchronisés avec des dispositifs d'éclissage des voies pour amener la travée sur ses appuis au millimètre près. Le tout est commandé automatiquement à partir d'une cabine située à la partie haute des poutres. Pendant l'année 1953, les fondations étant suffisamment consolidées pour permettre d'entreprendre la construction véritable, la tour est montée sur un soubassement en béton ou radier fortement armé pour répartir les charges sur les maçonneries conservées. La paroi, d'une épaisseur de 1,20 m en moyenne, est parmentée à l'extérieur en maçonnerie de moellons qui servent à la fois de coffrage au béton de la tour, améliorent son aspect et assurent une meilleure tenue à l'air marin. Les planchers en béton armé, prévus pour supporter les divers mécanismes, assurent en même temps la déformabilité de la tour.
Fin 1953, les expéditions commencent et le chantier s'anime. L'assise métallique et les chemins de roulement arrivent à pied d'œuvre. L'assise métallique est tout d'abord soigneusement calée sur le béton de couronnement de la tour. Elle permet d'obtenir un premier plan parfaitement rigide pour installer le chemin de roulement inférieur sur lequel se déplacera le train de galets tronconique. Son réglage doit être exact au dixième de millimètre près, aussi bien en niveau qu'en centrage. La moindre erreur se traduirait en effet, au moment du tournage final, par un décalage du pont sur les culées, sur lesquels les volets doivent pouvoir se présenter indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Inutile de dire que les vérifications ne sont pas épargnées au cours de toutes les étapes du montage. L'assise métallique réglée, on dispose le chemin de roulement inférieur. Il comporte 8 secteurs en acier moulé d'un poids de 4 tonnes chacun, assemblés par boulons et clavettes. Le chemin de roulement inférieur, qui reste fixe, est traversé par les arbres de commande des pignons dentés qui provoquent la rotation. Leurs coussinets sont soigneusement graissés puis protégés contre la poussière. Le chemin de roulement inférieur installé, c'est ensuite le tour de l'équipage mobile. Avec précaution, les galets prennent leur place et sont fixés dans le châssis. Le pivot central de la poutre circulaire, qui comportera les bagues et contacts électriques de commande, est mis en place sur le plancher en béton de couverture de la tour. Et sans que la navigation ni la circulation des trains ne s'arrêtent, ces travaux délicats se poursuivent. L'installation des premiers éléments offre quelques difficultés. L'espace dont on dispose sous le tablier provisoire franchissant la tour pour y installer la partie centrale de l'ossature métallique la plus lourde et la plus encombrante est strictement limité. Il reste seulement 17 cm de jeu sous le tablier provisoire central pour y glisser les entretoises d'un poids de 6 tonnes.
Le montage de la superstructure de la charpente est plus aisé, mais on a dû la constituer spécialement pour ne pas entraver la circulation ferroviaire. La pose différée de la partie basse d'une seule diagonale permet d'assurer à la fois le montage de l'ensemble et de continuer à laisser passer les trains, tandis que la manœuvre du pont levant reste entièrement libre pour le passage des navires. La partie centrale achevée, le montage des deux volets progresse symétriquement dans le vide à 25 mètres au-dessus de la mer. Dans chaque panneau, les membrures basses de chacune des poutres sont d'abord mises en place, puis les diagonales. Elles sont suivies par les montants et les membrures hautes. Les pièces de pont et entretoises, mises en place entre-temps, assurent leur parfait parallélisme et l'indéformabilité transversale. Le processus se répète panneau par panneau jusqu'à l'extrémité. Tous les éléments sont successivement réglés, boulonnés et rivés. 210 000 rivets sont ainsi mis en place par 4 équipes travaillant simultanément sur les deux volets. En 4 mois, malgré les difficultés des lieux, les 1150 tonnes de la nouvelle charpente sont mises en place et on arrive à la dernière membrure et à la dernière diagonale montée à l'aide de poutres spéciales en porte-à-faux sur les éléments déjà montés. Pendant ce temps, sur la travée, la charpente est complétée, tandis que les premiers éléments du pont provisoire sont déposés. Les contrepoids de la travée levante sont déposés. Les pylônes, découpés morceau par morceau, sont évacués aussitôt.
Il s'agit d'aller au plus vite, en effet, pour dégager les appuis circulés et y installer les appareils de calage vertical et de verrouillage du pont tournant. Dès que leur emplacement est libéré, on fixe d'abord les gages de verrouillage horizontal qui permettra d'immobiliser le pont transversalement. Puis ce sont les appuis de calage vertical. La fixation de ces divers appareils est tout d'abord faite approximativement. Le réglage et la pose définitive ne seront effectués qu'après les premières rotations de la travée tournante. C'est, on le pense avec une certaine anxiété, que tous ceux qui ont contribué à la construction voient les extrémités des volets de la travée atteindre les deux culées qu'elles doivent joindre. Allons, les implantations sont exactes. La travée se situe bien au niveau et à l'emplacement prévu. On peut désormais effectuer les ultimes réglages et scellements des appareils circulés. Pendant ce temps, les travaux de parachèvement de la commande des mécanismes sont exécutés dans les petites cabines installées sous la travée à l'extrémité des volets. Ces commandes, mises en route par électrovalve, sont assurées hydrauliquement. Une première manœuvre à vide permet de s'assurer que tout fonctionne correctement. Le verrou horizontal coulisse bien. C'est ensuite le tour des coins de calage vertical dont les plans inclinés, montant sur les rouleaux des appareils d'appui, supprimeront la flèche de la travée et l'amèneront à son niveau définitif. Les dispositifs d'éclissage des voies sont eux aussi vérifiés. Un mécanisme ingénieux, inspiré d'une solution hollandaise, soulève le rail pendant la rotation. Quand le pont a été amené à sa position de fermeture, il le repose dans des coussinets contre le rail fixe des culées auquel il le verrouille. Le passage à 100 km/h peut être autorisé. On s'en assurera au cours des épreuves réglementaires qui précèdent la mise en service de l'ouvrage. Le 8 décembre 1954, deux locomotives 141R de 190 tonnes chacune, circulant tout d'abord sur chaque voie, puis deux trains d'essai, les plus lourds que l'on ait pu réunir, franchissent côte à côte l'ouvrage à leur vitesse maximum. C'est un exploit qui ne se renouvellera jamais plus. Le lendemain, 9 décembre, auront lieu les cérémonies d'inauguration où un jeune apprenti de la SNCF coupera le cordon symbolique en présence des personnalités civiles et militaires intéressées à la construction du nouvel ouvrage.
le chemin de fer, comment ça marche. Ou plutôt, comment se comporte l'ensemble roue-rail, qui est l'essence même, la base même du chemin de fer. Cela vous paraît simpliste, évident. En fait, derrière tout cela, vous allez le voir, il y a des notions de physique extrêmement pointues, extrêmement complexes, comme le montre un récent article de la Revue générale des chemins de fer. Alors, petit retour en arrière. Ce n'est que vers le milieu du XVIIIe siècle, avec le développement de l'exploitation des mines en profondeur en Angleterre, que l'on a vu des wagonnets de charbon équipés de roues métalliques, roulant non plus sur des gorges creusées dans des planches en bois, mais roulant sur des profilés, des barres d'abord en fonte, qui sont devenus par la suite des rails métalliques en acier avec le développement de la métallurgie. Et en 1804, la première locomotive à vapeur, celle de Trevithick en Angleterre, avait tous les ingrédients des machines et du chemin de fer moderne, à savoir des roues coniques équipées de boudins roulant sur des profilés métalliques. Alors voilà, avantage du système. Tout d'abord, roue métallique sur un rail métallique, faible coefficient de frottement. Autrement dit, il faut très peu d'efforts pour tirer de lourdes charges. Environ, allez, 2-3 kilos décanewtons par tonne tirée. Ensuite, la roue métallique moderne a un boudin. Ce boudin assure donc le guidage naturel. La surface de roulement n'est pas plate, elle est conique, pente 1/20. Avantage du système, c'est le suivant. Lorsque l'on prend une courbe, la roue extérieure parcourt plus de chemin que la roue intérieure. Comme les deux roues sont solidaires du même axe, c'est-à-dire d'un essieu, la roue intérieure va patiner. Non. En automobile, il y a un différentiel, et dans le chemin de fer, c'est la conicité des roues qui va permettre d'effectuer donc des chemins différents. Enfin, le système de lui-même est un système autostable, c'est-à-dire qu'un essieu de lui-même va pouvoir circuler, s'auto-centrer en quelque sorte sur la voie. Seulement, ce système, pour être aussi parfait, a des inconvénients. Premier inconvénient, la faible adhérence limite les charges remorquées dans les pentes. Et oui, le chemin de fer, comme dit Clive Lemming, n'aime pas les côtes. Un exemple, lorsque la pente est de 2,5 pour 1000, c'est-à-dire de 25 mm par mètre, eh bien, l'effort pour remorquer une charge est doublé. Deuxième inconvénient, quand on y regarde bien, l'ensemble de deux roues attelées sur un essieu se comporte comme un bicône, deux cônes accolés par la plus grande face. Et cet ensemble de lui-même, eh bien, en roulant, va osciller. Comme le dit Clive Lemming dans la Revue générale des chemins de fer, eh bien, un essieu isolé se comporte comme une voiture sur une piste verglacée évoluant entre deux murs de neige. Autrement dit, le système de lui-même oscille à un mouvement de lacet, comme ceci, dont l'amplitude, la longueur d'onde est de l'ordre de 18 mètres. Ensuite, si je rassemble cet essieu, deux essieux dans un bogie, dans un châssis, pour former ce que l'on appelle un bogie. Chaque essieu oscille, mais l'ensemble du bogie lui-même également va avoir un mouvement de lacet de période 24 mètres. Mais qui dit oscillation, dit accélération, donc dit inconfort pour les voyageurs, mais également effort sur la voie. Donc de fait, si on veut aller très vite en chemin de fer, pour avoir une très bonne stabilité, les règles sont les suivantes, vous l'avez très bien compris. La première, c'est d'avoir un ensemble de masse la plus faible possible. Autrement dit, dans le TGV, on a suspendu les moteurs non plus dans le bogie, mais on les a mis sous la caisse. Deuxièmement, il a fallu éviter les mouvements de lacet intempestifs, et donc dès qu'on détecte un mouvement de lacet, on équipe le bogie d'amortisseurs à front raide qui évite donc tous les mouvements parasites. Voilà quelques-uns des secrets de la réussite du TGV. Ça commence par rien. Des roseaux, un héron qui s'envole, une nature sauvage, parfois hostile,
une histoire rythmée par les invasions, une histoire portée par un fleuve. Et c'est dans cette nature où se conjuguent tumulte et sérénité que vont naître un pont, deux ponts. Ou des études où on fera un point de l'avancement des études. On peut effectivement considérer que c'est dans cette salle que naissent petit à petit les jumeaux de Mondas et Mondragon. Par des réunions hebdomadaires, on met au point certaines situations de chantier. Et petite touche par petite touche, au fil du temps, on réalise donc sur le chantier ce qui a été élaboré dans cette salle ou mis au point dans cette salle lorsqu'il y avait des remises au point à faire. On peut dire qu'il y a une alternance entre le rêve et le concret sur ce concept d'ouvrage, puisque au fur et à mesure de la réalisation et de l'évolution du chantier, on finit par découvrir la silhouette de l'ouvrage et on finit par imaginer ce que ce sera une fois terminé. On commence à aimer les ouvrages d'art qu'on va construire à partir du moment où on met les pieds sur le site et où on cherche à le voir se dessiner. On cherche à savoir, en fonction de la difficulté du terrain, puisque là c'est un site assez difficile puisqu'il nous faut franchir le Rhône. Au-delà de la satisfaction personnelle de participer à la construction d'un ouvrage de ce type, il est évident qu'on ne peut pas le faire sans une certaine émotion, sans se dire je suis en train de participer à une aventure d'exception, sur des ouvrages d'exception. Le caractère exceptionnel de cet ouvrage est défini d'une part par sa géométrie et ses dimensions qui sont importantes, et par le cadre dans lequel il est en train d'évoluer et dans lequel il se situera à terme. L'eau a été très déterminante dans la conception de l'ouvrage. L'eau est partout. On la retrouve dans les zones inondables, on la retrouve dans la grande courbe du Rhône, qui peut être parfois redoutable. On la retrouve encore dans les canaux et contre-canaux. Tous ces facteurs ont contribué à élaborer un ouvrage qui réponde donc aux contraintes hydrauliques et qui s'inscrivent donc dans ce paysage un peu tumultueux. Cet ouvrage, d'une longueur d'environ 3 km, s'étend sur 3 communes, en changeant alternativement de département. La première commune le plus au nord est la commune de Mondragon. Le premier franchissement arrivant dans le Gard sur la commune de Vénéjean, le deuxième franchissement arrivant, lui, sur la commune de Mornas. Dans sa partie nord, le projet est constitué par un ouvrage qui repose sur 14 appuis. Les appuis étant tous fondés sur fondation superficielle. Cet ouvrage est constitué d'une travée d'approche de 110 mètres, d'un ouvrage bowstring qui réserve une passe navigable de 84 mètres, ce bowstring étant le premier des jumeaux, une deuxième travée d'approche de 400 mètres. Le projet se poursuit dans la traversée de la commune de Vénéjean par un remblai de 800 mètres, garantissant la transparence hydraulique par la création de 3 dallots. Le projet se termine enfin par un ouvrage reposant sur 17 appuis. Cet ouvrage étant constitué d'une travée d'approche de 260 mètres, d'un bowstring libérant une passe navigable de 124 mètres, ce bowstring étant le deuxième des jumeaux,
et une dernière travée d'approche de 500 mètres, le tout se finissant par un remblai d'environ 600 mètres. Tous les ouvrages, les travées d'approche notamment, sont constitués de bipoutres. La première phase de construction de l'ouvrage démarre par la construction des appuis. Cette construction a nécessité de réserver des passes navigables pour les différentes navigations qui circulent sur le Rhône. Ces appuis ont également nécessité un phasage particulier puisque nous sommes dans un milieu assez hostile à la construction. La première phase de l'opération de construction de la pile est donc la mise en place de l'enceinte qui permettra donc d'élaborer cette pile dans un milieu complètement étanche. Ce rideau de pale planche est constitué d'une enceinte métallique dont les éléments sont fichés dans les marnes paire par paire à l'aide de vibrofonçage ou éventuellement de battage en cas de difficulté d'enfoncement. Lorsque le rideau de pale planche est terminé et équipé donc de tout son système d'étaiement, on vient couler ce qu'on appelle un bouchon hydraulique sur une épaisseur de 1,50 m en fond de bâtard d'eau. Ce bouchon hydraulique permettant donc d'assécher le bâtard d'eau et de permettre la réalisation de la pile. On se trouve alors à environ une quinzaine de mètres sous le niveau du Rhône pour les piles les plus profondes. Lorsque on a fait le vide dans ce bâtard d'eau, peuvent démarrer les phases de construction de la pile. Et cette construction démarre par la mise en place du ferraillage de la semelle. Cette semelle d'une hauteur de 3 mètres nécessitera la mise en place d'environ 700 m3 de béton et de 70 à 80 tonnes de ferraillage. Et ces semelles ont été déterminées par un calcul très approfondi et qui a tenu compte des aléas sismiques. Après le coulage de la semelle, on arrive à l'élaboration de la pile elle-même. Le fût de pile est construit par levées successives de 3,70 m qui, en fonction de la dimension des piles, peuvent avoir une durée de fabrication allant d'une à 3 semaines. Ici, on est au stade de la 4e levée de la pile. C'est le stade où la pile sort de l'eau. Comme cette pile se situe dans la passe navigable, il a fallu prendre des précautions pour protéger l'ouvrage contre d'éventuels chocs de bateau. Donc ces précautions sont caractérisées sur le site par un ferraillage bien plus important au niveau des arrondis et des zones possibles d'impact d'une éventuelle barge ou d'un bateau. Lorsque tout le ferraillage de cette levée sera terminé, les coffrages seront mis en place et donc le béton sera coulé. Après la construction des piles, on rentre dans la phase de construction du tablier. Petite particularité pour les ouvrages de Mornas et de Mondragon, la partie la plus importante de ces tabliers n'est pas construite à son emplacement définitif, mais sur des aires de montage où les ouvrages sont assemblés morceau par morceau, compte tenu que leurs dimensions sont relativement exceptionnelles. Les dimensions de cet ouvrage ont nécessité des calculs importants, ont mis à contribution les bureaux d'études ainsi que les ingénieurs de la SNCF. Tout à fait. Ici, nous sommes devant un tablier de type bowstring, ce qui signifie arc sous-tendu, qui a des dimensions très importantes. Il fait 120 mètres de portée, il fait 30 mètres de haut, il pèse 2200 tonnes. Il doit être circulé à 350 km/h par les TGV, ce qui nécessite une indéformabilité quasi totale de la structure. Les architectes ont cherché à travailler avec le site qui est exceptionnel, bon, peut-être par sa disposition et également par sa lumière. On découvre des formes nouvelles, on découvre des angles nouveaux, une manière de prendre la lumière, peut-être des ouvrages un peu différentes, qui donne un aspect tout à fait particulier à l'ouvrage et qui lui donne une certaine, peut-être pas sensualité, mais
une certaine approche qui sort un peu de la technique. Eh bien, on arrive au moment où l'ouvrage est terminé. Et maintenant, il va falloir le mettre en place. Il faut bien comprendre que l'ouvrage est construit aussi près du sol que possible pour éviter des exhaussements en cas de crue. Toute la gageure consiste à l'élever et ensuite à le translater sur une distance d'environ 200 mètres pour le mettre en position définitive. On peut décomposer la mise en place en diverses séquences. La première est toute simple, il suffit de lever l'ouvrage d'environ 6 mètres. À partir de là, on viendra intercaler entre le sol et l'ouvrage un ensemble de remorques automotrices télécommandées que l'on nomme CAMAG, qui ont une vitesse de déplacement d'environ 20 cm maximum à la seconde et qui porteront elles-mêmes un échafaudage sur lequel viendra reposer l'ouvrage dans sa phase de translation. Une fois que l'ouvrage sera calé à arrimer à cet ensemble, on translatera l'ouvrage sur de remblai dans un premier temps et puis ensuite sur l'estacade provisoire. L'ouvrage arrivera sur la pile P7 et appontera sur une barge qui lui sera accolée. Cette opération de mise en place est une opération délicate et le lieu va être le théâtre d'un événement particulier. Nous sommes dans le cadre d'une mise en place qui est une première en matière ferroviaire. Nous sommes à peu près actuellement dans la trajectoire que va emprunter le bowstring lors de sa mise en place, à savoir l'amener à sa position définitive sur la passe navigable. À partir de ce moment-là, on le reprendra à l'aide d'un accouplement de 2 barges pour le faire traverser le Rhône. Cette opération nécessite une coupure de la circulation fluviale. Une fois qu'il aura traversé, il arrivera sur la pile P6 et il lui suffira de le ripper de 3 mètres environ pour l'amener sur sa position définitive. À partir de ce moment-là, l'opération sera terminée et il se sera écoulé environ 72 heures depuis son début. Cet ouvrage sera, je pense, le résultat d'une grande aventure, d'une belle aventure vécue au quotidien. Aujourd'hui, les jumeaux de Mornas et de Mondragon font déjà partie de l'histoire du Rhône, de l'histoire d'un fleuve qui les a adoptés. Et demain, dans la lumière d'un premier rayon de soleil, ces 2 ponts du 3e millénaire ouvriront au TGV les portes de la Provence. Certains prennent un malin plaisir à opposer architectes et ingénieurs. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ces gens-là n'ont rien compris à la construction, mais tout au moins, ils passent certainement à côté de quelque chose de fort. C'est un processus qui est très très empirique. Il faut passer par un nombre de tergiversations, d'allers-retours, d'hésitations très très nombreux pour que se dégage au bout d'un certain temps une idée forte, une idée qui a une forme d'évidence. L'ouvrage d'art ferroviaire doit avoir une durée de vie éternelle. Il n'est pas question de faire des ouvrages prototypes parce qu'un ouvrage prototype, obligatoirement, est un ouvrage qui, dans les premières années de sa vie, risque d'avoir des problèmes. Et ça, c'est interdit à la SNCF. De Montrichet, c'est un ingénieur du 19e siècle. Il a été le directeur des travaux de la construction de cet aqueduc de Roquefavour et qui lui-même était passionné de chemin de fer, puisque lorsqu'il a fallu choisir par où faire passer la ligne entre Avignon et Marseille, une grande discussion s'est installée. Fallait-il passer par Arles ou au contraire par le Pays d'Aix? Il était le défenseur de cette deuxième idée. Il n'a pas gagné à ce moment-là.
La ligne a été construite par Arves, mais c'est une forme d'hommage qu'on lui rend en construisant un viaduc à côté du sien, un viaduc du XXIe siècle qui sera celui du TGV. Il traverse un territoire exceptionnel notamment par ses paysages, par ses sites. Et on a voulu recomposer de nouveaux sites, faire que les viaducs soient intéressants à découvrir, composent de nouveaux paysages. Et je crois que c'est tout cet ensemble qui constituera la grande particularité du TGV Méditerranée. Il y a une chose qui m'a surpris la première fois que j'ai vu ces poutres sur le chantier, c'est que ça ressemblait vraiment à des carcasses de bateaux et qu'il y avait ici une atmosphère de chantier naval qui était absolument magnifique. Ça provoque une vraie émotion parce que bon, c'est le moment où la matière est un peu transfigurée, où on passe du papier au métal, comme ça, tout d'un coup, il y a un choc, il y a un choc très très fort. Je crois qu'on est resté assez discret vis-à-vis de ce paysage. J'espère d'ailleurs que ce n'est pas un paysage qu'on marquera au sens propre du terme. Je crois que justement tout l'intérêt est de le marquer le moins possible, de se confondre avec le paysage et de faire en sorte que quel que soit l'endroit dont on voit l'ouvrage, on ait toujours la même impression de calme et de simplicité. Dès le départ, pour nous, dans le projet, il y avait une chose qui nous intéressait énormément, c'était de faire travailler ensemble le béton et le métal et de rendre apparent réellement ce dialogue. C'est un ouvrage mixte qui allie à la fois les caractéristiques, les avantages, les qualités des deux matériaux. Aussi bien la partie métallique, qui aujourd'hui est totalement en évidence, on ne voit qu'elle, mais qui plus tard sera coiffée par une partie en béton. Et si l'ouvrage fonctionne et est capable de rendre les services qu'il devra rendre, c'est grâce à cette alliance du métal et du béton. Ce sont deux matériaux qui sont réellement complémentaires et que trop souvent on oppose. La forme ici, évidemment, elle va de pair avec la matière. Quand on est dans la perspective fuyante vers le haut, comme ça, on voit cette veine qui émerge juste à l'endroit où la lumière frise et attrape juste la brèche du fil du bois. C'est vrai que Gaudin a osé travailler la structure. Il ne s'est pas rendu compte que tout n'avait pas été permis. Il a cru que tout était possible. Et effectivement, il a transformé la structure que l'on envisageait au départ dans ce que vous voyez sur le site. C'est la première fois que la SNCF accepte que l'architecture ait un certain surcoût sur ses ouvrages. Et pour moi, c'est la chose la plus importante parce que ça nous a permis de sortir des formes habituelles. Nous, on essaye d'intégrer dans le dessin de l'ouvrage des paramètres qui ne sont pas de l'ordre de la rationalité purement économique ou technique. Nous, on réfléchit aussi par rapport à d'autres paramètres qui sont peut-être plus subjectifs, mais qui, à mon sens, sont tout aussi importants. L'architecte nous proposait des conditions de réalisation très compliquées. La forme est naturelle, mais compte tenu des contraintes que l'on a quand on réalise un ouvrage ferroviaire. Chaque détail, et en particulier au niveau de tous les nœuds d'assemblage, la proposition de M. Gaudin préfigurait beaucoup de complications et beaucoup de réflexions pour la mise au point de ces détails. Et d'ailleurs, les détails qui ont été réalisés ne correspondent pas tout à fait à ce que l'architecte avait prévu. Le fait de progresser comme ça et de faire avancer ce travail de conception, je veux dire que la marge est très étroite finalement. Et comme en disant qu'il n'y a probablement qu'une seule bonne solution pour résoudre la question qu'on s'est posée au départ à soi-même, ça veut dire que s'il n'y a qu'une seule solution, ça veut dire que le chemin qui y mène est nécessairement étroit. Donc dans nos rapports, en même temps, les choses elles sont forcément tendues parce qu'on est inquiet, j'allais dire, de pouvoir mener la chose jusqu'à bien et de pouvoir lui donner toute son ampleur, quoi.
cheville ouvrière dans un ouvrage comme ça, c'est Jean-François. Mon métier à moi, c'est en quelque sorte de vérifier que notre cahier des charges, donc nos critères de dimensionnement, ont bien été pris en compte. Il a fallu effectivement s'inscrire dans la relation triangulaire en mettant de l'huile dans les rouages. Au fond, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des écoles d'ingénieurs d'un côté, il y a des écoles d'architectes de l'autre, et que chacun finalement vit un peu et a été fabriqué dans des mondes parfois un peu trop éloignés, et que la difficulté, c'est évidemment de se forger un langage commun. Je n'ai jamais ressenti dans notre collaboration une quelconque contrainte, mais les éléments qui pouvaient nous amener à des discussions, je les ai toujours ressentis comme une sorte de tremplin pour améliorer la structure. Si j'avais une amélioration à apporter à ce qu'on a fait, ça serait qu'on puisse travailler ensemble beaucoup plus en amont qu'on a pu le faire. On les a dit exceptionnels, les grands ouvrages de cette ligne, mais je crois que là, il y a un plus, parce qu'il y a cette réponse, en quelque sorte, à cet ouvrage ancien de l'aqueduc de Roquefavour, par un ouvrage très moderne, qui a été voulu par le jury, qui a choisi de travailler avec Bruno Gaudin comme un ouvrage du XXIe siècle, qui se propulse dans un autre temps et qui créera une sorte de réponse, un ouvrage quasi antique. On a l'impression que beaucoup de gens ont fait compliquer le synonyme de beau. Mais une structure ne va être belle que quand elle a été simplifiée, quand elle est naturellement évidente, que plus personne ne sent l'intervention ni de l'architecte ni de l'ingénieur et que n'importe qui est capable de se dire, en définitive, c'est tellement simple que j'aurais pu le faire moi-même.